Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food, le podcast de Bouche. Aujourd'hui, une fois de plus, on est dans un lieu merveilleux avec des gens talentueux pour parler de bons produits qui donnent envie et pas n'importe lesquels, puisqu'on est dans l'immense domaine Mirmanda de François-Xavier Demaison et Dominique Laporte. François-Xavier et Dominique, vous êtes associés. On est où et ici amis, comme quoi c'est possible. Autour de toi, justement, t'as amené que des potes. Oui. Gilles Goujon, qu'on ne présente plus, 3 étoiles Michelin, meilleur ouvrier de France à Fonjoncouze. C'est exact. À l'auberge du Vieux-Puy, c'est bien ça? C'est exact. Thibaut Gonzalez, éleveur charcutier, champion du monde de la saucisse catalane. Jean-Michel Gros, de la société Galliagro. Voilà, Perpignan. Grossiste en bonnes matières premières. Voilà, je suis fournisseur de bonheur. De bonheur. Et Henri Poc, boulanger, les meilleurs ouvriers de France aussi, il n'y a que des meilleurs ici. Mais tu sais que c'est les potes mofs de Dom, hein. Dominique est meilleur ouvrier de France. Aussi. Gilles aussi. Henri Poc aussi. Et moi je me demande si je vais pas passer le concours. Pourquoi pas. Et un petit CAP pour commencer. Bientôt Thibaut. Et puis Dominique, t'es aussi meilleur sommelier de France. Oui. Et Thibaut, on le prépare pour le traiteur aussi. C'est quoi le vin de Mirmanda? Déjà, c'est 3 couleurs. Sur les grandes cuvées, ça sera blanc et rouge. Et ensuite, sur les petites cuvées, blanc, rouge, rosé. Là, on a servi un petit peu de blanc. Donc, c'est Roussanne pour la dominante aromatique. Ensuite, un petit peu de Carignan gris, qui est un cépage très rare. Des grenages-gris. Là, on est dans la parcelle de grenache gris. Et ensuite, un peu de grenache blanc. Alors, on est où ici, concrètement? On est pile en face de la grotte de Tautavel, vieille de 450 000 ans. On a retrouvé des plus vieux ossements de l'être européen. Bon, la récolte s'annonce bien? Pour l'instant, ça va. Si ça continue comme ça, les grappes sont belles. Elles commencent à bien avancer, à bien grossir, donc tout va bien. C'est quoi? C'est un vin de copain? C'est un vin pour les grands restos? C'est un vin pour faire quoi? Alors, on a 2 niveaux de qualité, on va dire. Le premier, c'est donc pour les belles tables, en fait. C'est là où on a voulu vraiment se faire plaisir. C'est un petit peu ce qui fait qu'on est parti dans ce délire de faire du vin. C'était d'avoir des grandes tables. Bon, on n'a pas que des grandes, on a aussi Gilles Goujon. Donc, Très Il fort. n'est que le meilleur restaurant du monde. Oui, tu as quand même fait de Fonjoncouze un petit peu la capitale mondiale de la gastronomie, là. Alors, j'ai passé à la capitale mondiale. En tout cas, aujourd'hui, Fonjoncouze est reconnu sur la carte. Et puis mon titre de MOF, maintenant, veut dire quelque chose. Meilleur ouvrier de Fonjoncouze, quoi. Et puis j'ai vu le maire l'autre jour. Non, mais c'est vrai, le maire de Fonjoncouze en vidéo, il avait dit que tu avais sauvé le village. Ouais, mais oui. fait revivre. Je sais pas si je l'ai sauvé. Le village se portait bien sans moi, mais je pense qu'il se porte mieux aujourd'hui. François-Xavier, toi, tu es à la fois comédien et un amoureux du vin. Oui. Ton dernier film, c'est Champagne. Oui. Ton spectacle, c'est Divin. Oui. C'est quoi le prochain? C'est Cognac? C'est un peu mon critère parce que je reçois beaucoup de scénarios, donc je ne fais que des choix œnologiques, si tu veux. Non, c'est un hasard de la vie qui a fait qu'effectivement, je suis allé tourner 2 mois en Champagne avec De Groot, Elmos Nino, Elsa Zilberstein, Stéphie Selma. On s'est régalé dans ce terroir extraordinaire et à découvrir des personnalités incroyables. Tu étais aussi directeur du Théâtre de l'Œuvre. Oui. Mais j'ai vu que c'est le seul théâtre qui a un bar à vin. Voilà, où Guilhem de Serval a fait une carte des vins. Sommelier bien connu. Ouais, c'est des vins très sympas. On sert un peu de Mirmanda d'ailleurs aussi. Et il y a quelqu'un qui a compté, c'est Serge Goucassian. Ouais, Serge, c'est un ami commun. D'ailleurs, c'est grâce à Serge qu'on s'est rencontrés. Exactement. D'homme. Hein. Serge Goucassian, c'est quelqu'un qui, comme ça, François-Xavier, tu veux dans la truffe, tu veux du vin, tu veux dans la truffe. Et donc, c'est un Marseillais qui vit à Carpentras avec un restaurant qui s'appelle Chez Serge, où il fait que de la truffe. Et il écoule 1 tonne de truffes par an. Voilà. Ouais. Et c'est un très très bon ami, c'est un type très généreux. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Dominique. Et c'est grâce à Dominique que je réalise ce rêve de gosse qui est de faire du vin. Dominique, c'est un apprentissage tous les jours pour moi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment le vin et qui le fait avec passion, exigence, beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour moi, parce qu'il m'a embarqué là-dedans sans vouloir faire un vin d'étiquette. T'es un peu comme Steve Jobs, t'as commencé dans un garage avec lui? Exactement, on ne sait pas si ça va se terminer aussi bien, mais, Ouais. Mais effectivement, c'est une belle aventure humaine en tout cas, et voilà, je suis le parrain de sa fille, et puis on s'entend extrêmement bien. Thibaut, toi, t'as pas commencé dans un garage? J'ai pas commencé dans un garage, j'ai commencé dans une montagne perdue. Où ça? À Montferré, sur les hauteurs du Haut-Valespire. Et celui qui m'a fait sortir du garage, comme vous dites, de ma montagne, c'est Gilles. C'est Gilles qui m'a mis devant les projecteurs, en me montrant certaines
certaines façons de faire et arranger mes produits en charcuterie. Mais tu avais un garage quand même pendant un moment. J'avais un petit garage, oui, je dormais dans un garage. C'est la thématique du jour, hein, le garage. Où on je sait pas faisais pourquoi, sécher mais- mes saucissons, quoi. Et c'est quoi la saucisse catalane par rapport aux autres saucisses? La saucisse catalane, ce qu'elle a de plus, on va dire qu'elle a son caractère, c'est tout. Hein. Ouais. Après, c'est de l'épaule de porc, de la poitrine de cochon, du sel, du poivre, et après, Elle parle pas pareil, c'est l'accent qui est différent. c'est l'accent qui la différencie, voilà. Alors tu fournis les grands restaurants, tu fournis les traiteurs, tu fournis les commerçants? J'ai du mal à me fournir à moi-même déjà. Ouais. Donc, mais après, je fournis Gilles depuis de longues années. Voilà. Et pour moi, c'est une très belle étiquette. Alors Gilles, je disais que tu étais 3 étoiles Michelin, mais pas que. Je sais que les chefs sont toujours assez humbles, ils n'aiment pas étaler leurs médailles, etc. Mais tu es quand même chef de l'année, 5 toques Goemio, 3 étoiles Michelin, meilleur resto du monde sur TripAdvisor. Enfin, c'est quand même une reconnaissance incroyable. Ouais, non, c'est vrai que c'est magnifique. Je ne veux pas cracher la soupe. Moi, mon rêve de gamin, c'était 3 étoiles Michelin, bien évidemment, parce que Michelin, c'est le Graal. Et puis tout ce qui est au-dessus, ou à côté, c'est des cerises sur le gâteau. Puis comme j'aime le gâteau, ben, j'aime les cerises. Mais c'était un super défi parce que j'ai vu que tu avais repris un établissement qui avait déjà fait 3 dépôts de bilan. Exactement. Donc sur le papier, c'était quand même pas gagné, quoi. Et ouais, mais j'avais pas d'autres moyens, parce que ça m'a permis d'acheter quelque chose pas cher Ouais. et de démarrer comme ça. Mais c'est vrai que ça a été 5 années de galère terrible. Et il a fallu être deux. Il a fallu Marie-Christine avec moi, parce que sinon, moi, j'aurais lâché, quoi. On pleurait de temps en temps, c'était dur quand même. T'es venu avec un fournisseur, Oui, alors. Jean-Michel. Ouais, Et alors Galliagro, tu fournis qui? Alors nous, on est grossiste depuis 2 générations, parce que la société appartenait à mes beaux-parents. Ouais. Et on est grossiste surtout autour des boulangers, pâtissiers, restaurateurs et traiteurs. Et c'est grâce à eux que tout le long de l'année, avec Marie, on va à la recherche du produit. D'accord. Parce qu'on sait, au lieu d'aller à la recherche du prix, on va à la recherche du goût. Et aujourd'hui, sur la table, vous avez du beurre échiré. On a amené un tout petit peu. Hein. J'en ai amené Ouais, juste un juste petit un peu tonne. au partage. Tu nous ferais pas une petite tartine? Parce qu'il y a beurre et beurre, il y a pain et pain, il y a cuisine et On cuisine. est quand même pas venu pour beurrer les Il sandwichs. y a vin et vin, il y a charcuterie. Voilà. Il faut, pour goûter la différence, goûter les produits côte à côte. Ouais. Et aujourd'hui, notre travail à nous de grossistes, c'est ça, la recherche du produit. Et là, on l'a fait. Vous avez quelques olives semi-confites. Incroyable ces olives. Alors ça, Alors avec nous, il y a aussi un meilleur ouvrier de France boulanger, Henri Poc. Ouais. T'es où, toi? T'es à côté de Perpignan. La ligue sur tête. Ouais. Comment ça se prépare un concours de MOF boulanger? On te demande de faire la meilleure baguette, le meilleur pain, le meilleur... Ouais. Bon, déjà, bon, il faut avoir un certain niveau pour se lancer dans ce genre de concours. Essayer d'atteindre l'excellence. Ça se prépare en principe sur 2-3 ans. Ouais. Voilà. Mais ce qui est plus important que le titre, c'est après de rester meilleur ouvrier de France. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et donc, pour rester au haut niveau, et essayer de rester au niveau, il faut encore partager avec des gens, des gens de notre valeur, qui sont passionnés par le même métier que vous. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle les Ambassadeurs du Pain. On en est à notre 9e livre. On a dévoilé des procédés de fabrication innovants, voilà, où on ne pétrit pas du tout les pâtes. On fait juste des mélanges. On travaille sur des longues fermentations avec très peu d'ensemencement, à des températures qui sont pour avoir quand même de la stabilité. On est entre 18 à 16 et 18 degrés sur à peu près 24 heures. pour reprendre ce que tu disais, tu parlais de partage, mais dans le titre de meilleur de France, après, puisqu'il y a l'après, le quotidien, il y a la transmission. Le partage, bien évidemment, et la transmission aux autres, parce qu'il faut aussi passionner les plus jeunes et leur transmettre nos valeurs, nos passions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit continuer de perpétrer après le titre. Ouais, la transmission, nous on l'a fait beaucoup. Bon, on fait beaucoup de, tu sais, avec l'association, on fait Oui, beaucoup, bien sûr, c'est beaucoup pour de ça que je le dis, formations, ouais. on fait beaucoup d'ouvrages, pour essayer de, La transmission du savoir-faire et le goût du travail. C'est quoi la journée d'un vigneron type? Moi, à vrai dire, on a quelqu'un qui s'occupe des vignes, donc c'est vrai que ça nous soulage quand même beaucoup d'avoir cette tâche qui est gérée. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir des labours, il va y avoir des éventuels traitements. Mais ici, on a la chance d'être dans un sol qui est assez caillouteux, où on a beaucoup de vent. Donc là, on a quelques petites rafales, mais c'est une légère brise pour ici, donc c'est rien. Ouais, on est ça, limite la en train de journée d'un s'envoler. vigneron. Voilà, FX la résume bien, en fait, c'est manger du pâté en croûte. Ça, c'est la journée d'un vigneron. Ça, c'est les produits de Thibaut qui Ça, sont c'est de chez dingues. Thibaut. Ouais, ça va dépendre des lieux. C'est-à-dire que si on est dans une zone comme ici qui est ventée, qui est assez chaude, donc il n'y a pas d'humidité, ça évite le développement de maladies. Donc en gros, on peut être un peu plus feignant et être moins dans les vignes, à part quelques labours, quelques travaux
de relevage, quelque chose comme ça qu'on va avoir au fur et à mesure quand on n'est pas lissé. Là, sur des vignes qui sont un peu sauvages, comme ici, ce qu'on appelle en gobelet, il y a beaucoup moins de travail. Ça va être surtout principalement du labour pour aider à ce que les eaux puissent s'infiltrer, avoir une petite réserve d'eau. Et ici, bizarrement, on est quand même dans une zone où on est très très peu impacté par la sécheresse, alors que la France entière va être sous sécheresse, nous non. Parce qu'on a la chance d'avoir une des plus grosses rivières européennes souterraines ici qui passe sous le département. Du coup, on n'a quasiment jamais de manque d'eau. Ici, pas de gel, pas de canicule? Pas de gel, pas de canicule. Canicule, il fait chaud quand même, et la vigne est habituée. Donc c'est quand même que des vignes qui sont méditerranéennes, donc elles sont habituées à ça, un peu comme nous. Hein. Je voudrais juste réagir parce qu'il dit qu'on est un peu feignant en parlant de leur domaine, de leur vigne. Ma journée la plus dure sur les 3 dernières années de travail, c'est les vendanges avec eux quand même. Hein. Je suis sorti de là, j'étais éreinté. C'est des malades. Il faut savoir que tous les deux, c'est des malades avec leur équipe. Là, ils trient les grains à la main. Tu sors de là, t'es pelé, t'as le dos fracassé parce que d'abord, t'as fait la vendange. Et après, quand t'as fini la vendange, tu vas à 20 gros puis tu tries tes grains de raisin un par un. Mais c'est des milliers de grains de raisin dans la journée. C'est des fous. Voilà. Donc, c'est pas des feignants. Ils s'adaptent au terroir peut-être, mais derrière, il y a un boulot de champion du monde. Hein. Chef aussi, ça prend beaucoup de temps, mais comme t'en avais encore un petit peu, t'as fait de la télé. Oui, Comme... ouais, ça c'est ma récréation la télé. J'espère que ça va bien marcher parce qu'on s'est éclaté. On a fait une émission qui s'appelle donc Le Combat des Régions avec Norbert Tarrer et Aurélie Chéniaud qui sont tous les deux journalistes au Journal du Dimanche. Ouais, ils sont formidables. Et Norbert, lui, est carrément exceptionnel. Ouais. Il a une belle connaissance culinaire que j'ignorais. Et puis un humour fracassant. Franchement, quand je dis c'est une récréation, c'était une récréation. Même si les journées sont dures, on s'est éclaté. Il y avait une humeur incroyable et j'espère vraiment que ça a marché parce que les candidats étaient formidables. Je crois vraiment à cette émission parce que c'est un truc qui ne s'est jamais fait, c'est l'interville de la cuisine, quoi. C'était un truc en plus, ah ouais, c'était pas un passage obligé comme souvent les chefs qui vont dans Top Chef, etc. Ou... Non, c'est M6 Virginie qui m'a téléphoné en me demandant si ça m'intéressait. Quand elle m'a donné le thème, j'ai dit mais carrément. Et c'est génial. Et puis en plus, on a réussi à trouver un truc qui m'allait bien. C'est qu'on a tourné lundi, mardi, mercredi. Moi, j'ai l'auberge qui est fermée lundi, mardi, mercredi. Donc j'ai fait pendant un peu plus de 2 mois, lundi, mardi, mercredi à Noisiel, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à Forgencousse. Bon, ça cuit un peu le bonhomme, mais c'était génial, quoi. Thibaut, toi, t'as une boutique, c'est l'espace gourmand à Thuir. C'est ça, j'ai une boutique à Thuir. J'ai démarré avec une boutique à Ponteilla que j'avais rachetée à Christian Segui, qui était meilleur ouvrier de France, à charcutier. Et je me suis agrandi sur Thuir avec une boutique un peu plus grande où je peux plus développer ma charcuterie. Et si on est à l'autre bout de la France, on peut quand même utiliser Internet pour commander des produits ou pas? On peut utiliser Internet, oui, je le livre en chronofresh. Gilles, qu'est-ce qu'on trouve à ta carte cette semaine? Alors ma carte cette semaine, on va trouver par exemple ça, ce produit-là qui est assez rare. Vas-y. Ce qu'on appelle la laitue celtus, la laitue asperge, voilà. Donc c'est une laitue un peu différente. Mais tu as coupé les feuilles ou... Alors il y a des feuilles qui viennent là, je les ai coupées pour les transporter parce qu'elles souffrent un peu, la chaleur qu'il fait. Donc c'est ce qu'on appelle laitue celtus ou laitue asperge. En fait, elle épluche ça. La feuille, c'est pas le plus important dans cette salade, c'est la tige. Donc le cœur de la salade, et on la travaille un peu comme une asperge. Et nous, on fait des feuilles qu'on fait farcir et on sert la tige comme ça avec un turbo en ce moment. Le turbo, c'est des demi-turbos qui sont farcis aussi, qu'on découpe en salle et ça a vraiment beaucoup de gueule, quoi. François-Xavier, toi, il y a un souvenir qui marque ton enfance en termes de gastronomie, le premier souvenir comme ça lié à la cuisine? Le mescline landais de la mairie Irma, chez la Serre. Ouais. Tu vois, c'était pas non plus... Hein. J'ai une bonne éducation quand même. Ouais, dans les favelas à côté, là. Ouais, non, c'est mon père qui était vraiment un grand gastronome et qui m'a fait découvrir très tôt le goût du beau et du bon. Ouais. Et on allait pas souvent au restaurant, mais quand on y allait, c'était vraiment... voilà, tu vois. Et on allait, il m'a emmené chez la Serre et c'était encore l'époque de Monsieur Louis. Ouais. Et un monsieur vraiment... ou en couleur. Énormément de classe. Un type hyper sympa. Ouais. Je me souviens du toit qui s'ouvrait, tu vois. Et c'était une spécialité, c'était un blanc de poulet dans lequel tu avais du foie gras et un magret. Le mescline landais de la mairie Irma. Et là, je me suis dit, ah d'accord, ça peut être ça la cuisine. Donc ça a été un choc gustatif. Après, l'enfance en Corse, les beignets de Bruch, voilà, il y a plein de choses, hein, plein de choses, plein d'émotions. Premier souvenir de vin? Premier souvenir de vin, je le raconte dans mon spectacle, c'est un Bordeaux, et c'est vrai que à l'époque, c'était donc il y a une trentaine d'années, c'était surtout Bordeaux-Bourgogne, et puis après j'ai découvert le Rhône, toutes les autres régions, et le Roussillon que j'ai découvert récemment et pour qui j'ai vraiment une vraie passion. Dominique, toi, ton premier vin qui t'a
marqué? Qui m'a vraiment marqué, je crois que ça doit être un Barolo, je pense. Quelque chose qui m'a vraiment ému énormément, parce que sur cette région-là, il y a quand même une finesse dans ces cépages, une élégance à l'italienne qui est quand même assez remarquable, pourtant en étant sur des cépages qui ont de la matière et de la concentration malgré tout. Et après, bien sûr, pour moi, il n'y a pas vraiment de grands ou de mauvais vins, c'est juste que des vins qui sont bien ou mal adaptés à une situation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Pétrus avec des huîtres, ça ne va pas fonctionner. Par contre, un Beaujolais relativement fruité avec de la charcuterie, ça fonctionnera très bien. Ouais. Donc c'est surtout les moments et puis les personnes avec qui on le partage surtout. Donc c'est difficile de dire quel est le meilleur, ça sera surtout, le prochain sera le meilleur, j'espère. Et alors toi, tu as un sommelier très particulier parce que normalement on parle d'œnologie et toi, tu as aussi l'onologie. Oui, pas que. En fait, moi, ce que j'aime pas dans mon métier, c'est la lassitude et l'ennui. Et j'ai toujours essayé d'aller au-delà de ce qui se faisait dans le métier. Et c'est vrai que j'ai créé à l'époque l'onologie pour le groupe Danone avec Evian et Badois. Ensuite, j'ai créé l'étude des eaux. Ouais, l'étude des eaux, en fait, parce qu'on peut montrer qu'une eau peut avoir un impact négatif et détruire un plat. Alors que les gens ne se rendent pas forcément compte de ça. Comme les chefs souvent réalisent une recette qu'ils estiment eux, parfaite, aboutie, mais suivant la boisson qu'on va mettre avec, que ce soit une eau ou un vin, on va lui donner une orientation différente. Et si on la fait regoûter au chef, il va dire c'est pas vraiment ce que je voulais donner comme directive. Et du coup, beaucoup de gens maintenant de plus en plus font attention à ce qui va être servi avec. C'est pour ça qu'il y a des accords mets et vins avec les chefs et les sommeliers, pour justement qu'il y ait une continuité, qu'on arrive sur cet aboutissement gustatif pour le consommateur. Et après, voilà, aussi des boissons sans alcool aussi, pour pouvoir compenser pour ceux qui aujourd'hui ne boivent pas. Tu as déjà fait du vin sans alcool? Je fais du vin sans alcool, tout à fait. Oui, mais c'est pas du vin sans alcool puisqu'on ne fermente pas. Donc c'est une boisson d'accompagnement. Ouais. Ça permet aux gens qui sont à table d'accompagner les autres et que les boissons accompagnent les plats. Souvent c'est ça, et même on regarde une femme enceinte, bah souvent oui, elle peut pas le dire. Je peux témoigner de ça, parce que ma femme est enceinte de quelques mois. Et c'est vrai que le petit rosé de Dominique, avec des glaçons ou sans glaçons, regarde, c'est génial, ce petit béret. Petit rosé, regarde. Et je veux dire qu'elle a l'impression quand même. Ça, c'est du Virgin Rosé. Ouais, mais goûte rosé. Ouais. Ah, vas-y, j'y vais. Et franchement, c'est. Pour les femmes enceintes, c'est vraiment très très malin parce qu'il y a vraiment. Et puis pour tous les gens qui ne boivent pas d'alcool, parce que soyons pas excluants, il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool. Et donc, du coup, voilà. C'est un petit verre. C'est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que l'alternative, quand on est sommelier dans un établissement, qu'on a une personne qui ne boit pas, malheureusement, le jus de fruits, le soda, tout ça, c'est trop sucré, ça écrase la nourriture. Et puis les gens n'ont pas envie de boire trop de sucre. Là, ça permet d'avoir quelque chose qui respecte la nourriture. On est sur le même pH, la même acidité qu'un vin. Du coup, ça fonctionne bien avec les aliments. Gilles a fait l'expérience sur des recettes à base de tomates avec ce rosé qui fonctionnait bien. La bière IPA aussi qu'on fait avec son œuf pourri de truffe fonctionne plutôt bien. Donc c'est... Ah voilà, un plat, excuse-moi, je rebondis. Voilà. Un plat qui m'a marqué. Voilà. Un plat, un hit, tu vois. L'œuf pourri à la truffe de Gilles. C'est-à-dire que c'est orgasmique. Mais c'est quoi l'œuf pourri? C'est l'œuf qui a fait parler de moi. Je crois que tout le monde connaît cet œuf maintenant. Encore parler. Et j'espère. J'avais d'ailleurs enlevé en 2013 parce que j'avais un peu marre de le faire. Enfin, un peu marre. Je voulais changer. Ça n'a pas été possible. Je me suis fait découper tous les jours. Et donc cet œuf, c'est un jeu de mots revenant d'Asie. L'œuf pourri, c'est l'œuf de 100 ans, quoi. Hein. Okay. Et donc moi, c'est un œuf qu'on sert blanc, tout immaculé. Quand tu le coupes, il coule noir. Il est fourré d'un jaune beurré à la truffe à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est toute l'expression de la truffe, puisqu'il faut savoir que la bonne température de la truffe, c'est 65 degrés pour qu'elle diffuse. À 70, elle est bonne aussi, mais à 65, c'est là où elle a le meilleur goût. Et la pointe de cuisson d'un œuf, c'est 65 degrés. Donc on a forcément un truc qui marche bien, traditionnellement. Et là, la présentation a fait que je ne m'attendais pas à ça, a fait un tabac dans la gastronomie. Chez Gilles, tu te sens... comme à la maison. C'est pas obséquieux. Non, c'est pas, tu sais, on en rigolait, nous, cet hiver-là, quand on était venu passer un week-end chez Gilles et Marie-Christine, et c'est vrai qu'on se foutait de la gueule un peu du Alliance terre-mer. Nous sommes sur une escabèche d'écrevisses, puis nous irons sur un pigeonneau farci à la chair de crabe d'Alaska, revenu dessus-dessous dans son jus de cerise griotte, accompagné de sa fine galette de sarrasin cuite à la vapeur d'un geyser du désert du Serengeti, et saupoudré de tomates confites cueillies en Basse-Provence par une jeune fille qui s'appelle Brigitte et qui vous embrasse. Bonne continuation d'appétit, bonne dégustation. C'est génial. Alors, c'est génial. Alors, il fait celui-là, mais il en fait plein des serveurs.
c'est extraordinaire. Quand on a passé ce week-end, Dominique était là, donc c'était à la maison. Quand tu dis chez Gilles Marie-Christine, c'est pas au restaurant, c'est à la maison. On s'est fait un petit week-end, mais vraiment extraordinaire. Et il nous a fait ça au repas, donc il s'est levé, il a mis le lito, il nous a fait 5-6 serveurs, il avait fini, je disais, encore. Et surtout qu'elle passer un week-end chez Marie-Christine et Gilles, c'est extraordinaire parce que tout le monde cuisine. Ces deux fils qui sont très très doués, un pâtissier et il était au poisson. Oui. Voilà, maintenant c'est seconde cuisine. Mais seconde cuisine, voilà, à l'époque, ça teste des recettes tout le temps. C'est-à-dire que tu as leur cuisine, tu as des sauces qui mijotent, et puis tu te réveilles, tu as les croissants, il y a le croissant fait maison, hein, donc tu te fais un petit déj comme ça, et après, il est en train il sort du four des pâtés en croûte. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et il n'est que 9h30. Et il n'est que 9h30. Et il est en train de badigeonner les pâtés en croûte, tu vois, pour leur donner avec de l'œuf, et puis tu sais, pour leur donner ces couleurs-là. Et voilà, c'est grâce à Dominique que j'ai rencontré Gilles, et franchement... c'est vraiment des magnifiques moments de partage. Je me sens vraiment comme un privilégié, moi, de fréquenter des gens comme Dominique ou Gilles ou Marie-Christine, et qui sont vraiment voilà, dans ce métier qui me passionne, quoi. Autour de la table, j'allais dire, pour moi, il y a une petite famille, parce que Axel, mon petit, a bien sûr fait un stage chez Henri, puisqu'il est pâtissier, mais il a son CAP de boulanger, il a travaillé là-bas. Enzo a travaillé, non pas chez Thibault, mais juste avant, parce que, chez Christian Segui, c'était son prédécesseur. Quand j'ai besoin de renseignements, de conseils, ou quand je suis dans le jus, des fois, il est même venu me donner un coup de main pour donner un coup de main à ma salle et diriger mes sommeliers. Donc on a vraiment tout cet échange-là qui est un peu familial, j'allais dire entre mofs, ou entre nous, quoi, entre gens, j'allais dire, compétents et passionnés. Et les fournisseurs aussi. Et bien sûr, les fournisseurs. Voilà. Alors justement, toi, tu as la papillothèque. Oui, la papillothèque, c'est une boutique que nous avons ouverte pour les particuliers, dans laquelle beaucoup de chefs viennent dédicacer leurs livres. Comme Guillaume Gomez. Comme Guillaume Gomez, qui est aussi le parrain de la boutique. Donc on s'est aperçu que les gens sont très attachés aux produits aussi. Donc à nous de les guider, à nous de leur expliquer que c'est pas si facile que ça. Et donc on leur permet de partager les recettes des chefs. Et donc c'est un plaisir journalier avec Marie à la boutique autour des livres et de la matière première. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, il met à disposition toutes les matières haut de gamme qu'il vend à tous ses clients, que ce soit restaurateurs, boulangers, pâtissiers, mais en petit format. Donc en gros, tu peux acheter 100 grammes de super amandes ou de pignons vraiment de super origine. Pistache d'Iran, un petit sachet, on essaye de... Voilà. Henri, au-delà de tes clients, tu fournis aussi, enfin au-delà des clients lambda de la rue, tu fournis aussi les restaurateurs et les... Oui, on a, je ne sais plus, une quinzaine entre 15 et 20 chefs qui travaillent avec nous et qui font l'effort de venir chez nous. Hein. C'est-à-dire qu'on ne livre pas. Ouais. Quoi. Parce que même Gilles Goujon, qui est à 45 minutes facilement, 1 heure de chez Henri, il vient le chercher. Ah, 1 heure. Ouais. On a eu cette discussion un peu au début. Là. Non, parce qu'il faut connaître, alors je te coupe, il faut connaître la différence de passion pour ses clients entre un boulanger et un cuisinier. Moi, je fais l'effort de me déplacer chez lui, de faire 1 heure aller, 1 heure retour. Mais comme c'est lui le meilleur dans le coin, j'ai dit, c'est pas grave, j'y vais. Chef, est-ce que tu as un ustensile préféré? Alors, là, j'en ai amené 2. Donc, il y en a ça au chef. Il y en a un, c'est la cocotte. Parce que c'est dans la cocotte qu'on fait mijoter, qu'on peut faire la préparation. Mais même quand je marque un jus, je fais revenir là-dedans avant de mouiller. Je trouve que la cocotte me donne un satisfecit complètement différent de n'importe quelle autre casserole. Et quand on mijote, on a des grandes choses. Et après, j'ai amené autre chose qui doit être là-dedans. Vas-y. Vraiment, je suis un adepte des sauces et des jus. Et le principe que j'ai dans mes sauces, c'est de ne pas les passer. On les passe, mais pas finement, de façon que tout ce qui est dedans continue à amener du goût pendant sa réduction. Et à la fin, on les passe dans 2 endroits. Alors ça, c'est pour passer le temps d'abord. Hein. On le passe là, et après, très finement, on a des jus qui sont d'une limpidité, mais si tu le passes au début, on perd de la puissance de goût. Donc je le fais à la fin, c'est un peu fastidieux, il faut taper dessus comme ça. On a des jus d'une clarté, d'une beauté et d'un goût magnifique. Donc ça, c'est vraiment mes ustensiles qui sont indispensables dans ma cuisine, parce que tous mes jus, toutes mes sauces sont passés à ça. La dernière sauce que tu as fait avec ça, c'est quoi? Je sais pas, la dernière, c'est hier. Qu'est-ce que j'ai passé? Un jus de veau. Tu parlais de Corse, je fais un jus de veau à la népita.
l'herbe du maquis, la népita, que je trouve ça extraordinaire. Et d'ailleurs, j'en ai planté chez nous, et il y aura bientôt la népita des Corbières. La népita, c'est une espèce de marjolaine sauvage qui a un goût de menthe poivrée, marjolaine très forte, très puissante, qui est enfin, moi, ça me fait rêver. Et donc, une petite infusion et jus de veau à ça. T'es beau et bon dans les assiettes et puis t'es beau et bon dans les livres. Ouais, c'est mon premier, mon seul livre que j'ai fait. Magnifique, oui. Et on essaie de le faire joli. Franchement, les photos. Avec un grand photographe aussi. Ah ouais. Thibaut, toi, t'as pas fait le livre de champion du monde encore? Non. De la saucisse Non, catalane? pas encore. Parce que j'ai vu ton Instagram, t'as des très belles photos. Ouais, après, il fallait que je retrouve tous les candidats et bon, vu qu'ils sont répartis sur tout le monde entier, j'ai pas tous les numéros. François-Xavier, tu nous as amené un petit pavé là? Bah oui, tu m'as demandé d'amener un livre, alors j'ai amené un livre de mon copain François-Régis Gaudry. Ouais. Et ses amis. L'excellent François-Régis Gaudry. Voilà, et on va déguster l'Italie et c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est une bible. Ah oui, vraiment. Et franchement, c'est un livre qui est hyper convivial. Ouais, hyper ludique, hyper convivial. Plein de petits conseils, plein de petites recettes, j'adore plein de ce livre, petites c'est un bel anecdotes. objet, j'adore ce livre. Ouais, franchement. Juste le panettone là. Il en a fait 2 ou 3. Voilà, T'as on va ouvert déguster juste la le France. livre à la page du panettone. C'est un vrai boulot. Hein. T'en fais du panettone aussi? Ouais, mais c'est le produit de boulangerie le plus compliqué à maîtriser. Ouais. Le panettone, c'est vraiment quelque chose. Ouais. C'est très très complexe. En fait, c'est une brioche qui est très sucrée et qui est fermentée qu'au levain. Donc, quand on sait que le sucre freine l'activité des levures, donc c'est des fermentations très longues et donc il faut vraiment le maîtriser. Et puis bon, quand on croit le maîtriser, on le rate. Quel est le produit que tu aimes le plus confectionner? Bon, moi, c'est le pain. Et puis bon, moi j'adore pétrir à la main. Voilà, je fais une partie de mes farines. Tu vois, là, par exemple, ça, le petit épeautre, le seigle, tout ça. J'achète mon grain, ça aussi, le barbu. Là. Ça fait avec quoi? Ça, c'est une variété ancienne de blé qui est plantée en Cerdagne, là. Ou en plaine aussi. Voilà, et là, bon, je ne trouvais plus en plaine, là, bon, les agriculteurs ont eu des mauvaises récoltes, donc j'ai pris un petit peu en Cerdagne. J'ai trouvé un seigle qui est fabuleux, où on retrouve vraiment des arômes de pain d'épices, et là, un petit peu aussi sur le barbu. Voilà, donc je fais ma farine pour avoir des moutures fraîches, pour justement, quand on est dans des pains à haute densité nutritionnelle, d'avoir une mouture fraîche, on préserve un maximum de vitamines. Jean-Michel, est-ce qu'il y a des modes, comme tu vends énormément de matières premières, il y a des modes comme ça où tout le monde veut un jour de la mozza ou un jour de je sais pas quoi, ou un jour des amandes ou un jour... Oui, il y a surtout des saisons. Ce qui est important, nous, de guider les gens avec les produits de saison. Parce que malheureusement, des fois, la tomate est utilisée à n'importe quel moment, ou les fruits de saison, c'est hyper important. Et quand on écoute les chefs, on est guidé par eux. Ce sont nos locomotives. Hein. Et c'est vrai que ces livres, que ce soit le livre de Gilles où on va déguster, on les a à la papillothèque. Les gens ouvrent régulièrement les livres et s'inspirent de ça. Mais des produits à la mode, non. Il y a des anciens produits qui reviennent à la mode. Voilà. Ou des produits qui... Comme quoi, par exemple? Le pané. Ouais. Le pané, c'est... Topinambour. Le topinambour, voilà, c'est des produits qui reviennent à la mode. Ouais, enfin les légumes oubliés, moi j'ai... Les légumes, moi je les aime, mais farcis. Ouais, moi je les aime oubliés surtout, parce que franchement, les légumes oubliés, je crois qu'ils portent bien leur nom, il faudrait les oublier définitivement. Parce que... Pas tous. Voilà. Pas tous. C'est vrai que le topinambour, c'est vachement bon. Ah ouais, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai, je rigole. C'est quoi toi ton produit préféré, François-Xavier? Mon produit préféré, fais un tour, je vais revenir. Ouais. Toi Dominique, ton produit préféré? Moi j'aime bien tout ce qui est coquillage, les couteaux normalement. Alors c'est pas toujours évident parce que quand on les prend au restaurant, c'est pas toujours fait comme il faut. C'est dommage, j'en ai 500 qui arrivent Parce qu'il y a beaucoup de sable, il faut beaucoup les rincer. Gilles, toi t'inspires beaucoup de chefs et de futurs chefs, mais toi t'as eu un mentor qui est Roger Verger. Oui. C'est un grand chef de Mougins, Moulin de Mougins. Roger Verger, c'était mon mentor, il est malheureusement décédé, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré, j'avais 21 ans, 22 ans, tout frais et moulu, j'allais dire, et auréolé du concours de meilleur apprenti. Je rentre chez lui, et tu sais, quand tu es meilleur apprenti, pas que je me prenais pour un autre, mais tu te prends un peu, tu as 20 ans, tu viens de gagner le concours. Parce qu'on est arrivé. Pétard, je rentre là, je prends une calotte, je m'aperçois que je sais rien, quoi. Même dans les produits, j'apprends à faire la différence entre un foie gras et un foie gras. Je découvre un autre univers et c'est dur, c'est une maison où on travaille énormément, mais qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que je suis heureux. Des fois les journées sont tellement dures, je rentre en pleurant, le lendemain je reviens en rigolant, quoi. Et c'est une rencontre avec un bonhomme qui est extraordinaire
et qui me fait découvrir la cuisine du soleil, la cuisine du midi. C'était le premier à faire cette cuisine. Il a formé plein de chefs. Hein. Je dis souvent, d'ailleurs je crois que j'ai écrit dans mon livre, je crois que Roger Verger ne pouvait pas, il ne pourrait pas, n'a jamais pu imaginer ce qu'il a représenté dans ma cuisine et dans mon quotidien. Alors effectivement, je ne pense pas Roger Verger tous les jours, mais j'ai pensé Roger Verger longtemps et j'ai toujours orienté ma cuisine. Aujourd'hui, ma cuisine est orientée sud et c'est ma cuisine, c'est pas celle de Roger Verger, mais quelque part, il y a son empreinte quelque part, quoi. La dernière grande expérience gastronomique que tu as vécue en dehors de ton restaurant? La toute dernière, c'est Arnaud Donquel à Paris, Plénitude, parce que d'abord c'est un ami. Et j'ai mangé en amoureux avec Frédéric Anton, on était tous les deux. Et justement, le lendemain, j'allais tourner le combat des régions. Et donc j'ai dit, je peux là dimanche soir. Il m'a dit, bon, tout. Et il nous a fait, je crois qu'il nous a construit la table pour nous. Ouais. Et on a passé une soirée avec Fred extraordinaire. Et voilà, c'est la cuisine d'Arnaud que je connais, puisque c'est vraiment proche, quoi. Hein. On se téléphone beaucoup, des fois le soir tard, on parle cuisine. Et là, il est arrivé dans un autre univers qui maîtrise déjà très bien, parce que plein de gens se posent la question, pourquoi, comment il a eu 3 étoiles comme ça, il vient d'ouvrir en un an. Il faut y aller manger, on comprend. Il y a déjà la maîtrise partout. Donc les 3 étoiles de Saint-Tropez, c'est 3 étoiles pleinement méritées dans une cuisine méditerranéenne. Et là-haut, il fait une cuisine de jus, de sauce que j'aime beaucoup, parce que j'affectionne les sauces, et qui est déjà maîtrisée, quoi. La sauce, c'est un peu l'ADN de la cuisine française. Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que la cuisine du soleil de Roger Verger, c'était une cuisine à l'huile d'olive, avec moins de sauce, plus de jus, etc. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai gardé aussi, un jus, c'est merveilleux. En tout cas, Arnaud Donquel m'a fait le dernier grand dîner, ouais. Qu'est-ce que tu nous as amené comme livre, Dominique? On a une passion commune pour cette écrivaine en fait qui s'appelle Eliane Thibault Commelade. Et pour les vendre au début, elle mettait que Thibault Commelade, justement parce qu'elle avait du mal à en vendre. Donc ça, c'est sur les recettes historiques, les plats typiques catalans. Et ça, c'est uniquement autour du riz à la catalane. Ces livres-là, il y en a 2. Sur les 2 premiers, la cuisine catalane, le tome 1 et le tome 2. Moi, c'est des livres qui m'ont beaucoup inspiré il y a 30 ans. Quand j'ai ouvert, je cherchais un peu mes identités culturelles. Je voulais de l'Occitanie, de la Catalogne. Je voulais vraiment aller chercher ça. Et j'ai lu ces 2 bouquins avec beaucoup de plaisir. Et alors, c'est une cuisine simple, hein, mais en partant de là, on a quelque chose qui est très marqué terroir, etc. On va retrouver des recettes que les gens ignorent. Le lièvre chocolat, lièvre de chocolat, c'est catalan. Et si on fait un lièvre au chocolat aujourd'hui, on dit ah, quelle idée moderne. Non, ça a une centaine d'années, quoi. Et donc, Eliane, je disais Thibault, je me rappelais même plus qu'elle s'appelait. Elle cachait son prénom, en fait. Pendant longtemps, il n'y avait que le E sur le Malheureusement, elle nous a quittés, je crois qu'il n'y a pas longtemps, en 2021. Et voilà, ça c'est un livre que j'ai beaucoup lu, avec un autre livre qui était de Marie Rouanet, qui est de Béziers, Marie Rouanet, et qui a fait un livre que j'ai lu là aussi 4 fois, parce que c'est différent. C'est pas des recettes de cuisine, Marie Rouanet, c'est presque des poèmes. On retrouve vraiment, c'est la cuisine amoureuse, courtoise et occitane de Marie Rouanet. Et sur le plaisir à fond. C'est deux dames qui m'ont fait des bouquins que... Alors, on ne les lit pas comme un livre de cuisine, on les lit... je ne sais pas, il faut les découvrir, voilà. En Occitanie, pour moi, il y a 2 grandes références, c'est Marie Rouanet et Eliane Thibault. Toi, Thibault, il y a un livre qui a marqué... Tu dis le livre du chef Goujon. Le livre de Gilles Goujon qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué. La charcuterie aux... T'as commencé éleveur en famille? Pas du tout. Mon père a 40 ans de métier derrière lui en charcuterie. Ouais. Et j'avais toujours renié ce métier parce que je le voyais faire des heures à ne plus en pouvoir. Et donc, étant jeune, on pense plutôt à s'amuser, quoi. Ouais. Donc tu es devenu éleveur. Et en fait, j'ai démarré par l'élevage et je ne vais pas dire qu'il a réussi, mais je pense que la vie m'a montré que ma trajectoire, c'était ça. Et je suis tombé amoureux de ce métier. Et aujourd'hui, je pense que, même lui me le dit, je fais plus d'heures que lui n'en faisait. Mais au bout, je ne vois pas des billets, je vois juste l'amour du métier. Une passion innée. Et moi, d'être autour de gens comme... autant comme Henri qui me fait rêver avec ses croissants et son pain et tout. Quand j'ai le temps d'y aller... C'est bien, ça se marie bien avec tes produits. Ouais. Qu'est-ce que tu as amené là? Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est la terrine grand-mère, avec des foies de volaille et des cèpes. Vas-y, fais-toi un petit bout. Autant les produits de Jean-Michel que j'utilise aussi pour mes fabrications, qui sont de qualité, et voilà. Il parlait de livres, vous parliez de livres. Ouais.
Il y a un livre qui a été dédicacé à la papillothèque par des charcutiers, dont Christian Segui, meilleur ouvrier de France. Exact, c'est La charcuterie avec Arnaud Nicolas aux éditions Alain Ducasse. Et ce livre est quand même une bible de la charcuterie. Une référence. C'est une référence, ouais. Dominique, tu sais, dans cette émission, on aime bien faire le maximum de promotion pour les artisans, les commerçants, les restaurateurs, etc. Est-ce que tu as des bonnes adresses à nous recommander? Moi, je vais donner 2 adresses. On a la chance d'avoir à Perpignan quand même des très bonnes adresses qui devaient être avec nous. Donc Bastien, malheureusement, qui n'est pas disponible aujourd'hui. Une pizzeria qui s'appelle Baston, qui a été élue meilleure pizzeria de France au fooding. Donc ça, c'est une des très bonnes adresses avec des pizzas. Il s'est formé à Naples, donc il a vraiment cette pâte très fine, limite crue sur le dessous, mais vraiment très bien. Donc il finit la cuisson des ingrédients sur le haut du feu de bois, donc c'est vraiment très bien. Et après, plus historique, qui est là depuis un moment, c'est Stéphane Baluet, le Diville, qui est champion de France, enfin meilleur restaurant de France à viande maturée, et qui fait des maturations de dingue sur des bœufs de Galice, des noirs de Bigorre. Il fait des bœufs, pardon, il fait des porcs noirs de Bigorre, 60 jours de maturation dans du foin. Et après, il le cuit avec le foin, justement, et ça donne un goût qui est vraiment top. Il a eu son diplôme de boucher depuis peu. Et il fait aussi donc la noire de Baltique. Il fait des origines vraiment improbables avec du 120 jours, 150 jours de maturation. C'est vraiment extraordinaire. Donc le Diville à Perpignan aussi. Et l'Amourette plage? Et l'Amourette plage, c'est plutôt le resto de plage, moi, que j'aime bien. Et le lieu est juste magique, en bord de mer à Saint-Cyprien. Henri, toi, il y a des restos où tu aimes bien aller? Ouais, j'aime bien aller chez Gilles, mais bon, c'est un petit peu cher, donc j'y vais pas très souvent. En même temps, c'est un petit peu les grandes occasions. J'allais rectifier. C'est le moins cher des 3 étoiles, je pense, Gilles. Puis bon, chez Gilles, ce qu'on apprécie, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est la convivialité. J'ai un souvenir. Comme vous dites, je sortais de mon garage de Montferré et j'ai demandé à Gilles une table pour venir manger chez lui. Et en fait, je suis arrivé en short. Et en fait, je pense qu'il a eu honte pour moi. Il m'a fait manger en cuisine. Parce que moi, en fait, t'as eu un petit moment de solitude. Voilà, je reste comme je suis, quoi. Et donc, je me souviens, il m'a fait passer en salle. Et il m'a passé une grande serviette que j'ai dû garder tout autour de mes jambes. Tout le repas. C'est que j'ai fait des grands... Alors, les serviettes, chez moi, mon histoire, parce que comme je n'ai pas de nappe. Donc quand ils arrivent, les ours en short, je ne peux pas les cacher derrière. Et donc j'ai juste ce jour-là donné une grande serviette à mon ami pour qu'il puisse aller manger en salle et se couvrir un peu les genoux, comme ça on ne s'apercevait pas qu'il est en short. Mais aujourd'hui, il y a quand même l'été des gens qui arrivent en Bermuda et c'est comme ça, on est à la campagne. Voilà, donc j'avais plus envie de l'embêter qu'autre chose. Après, il m'a très bien servi parce qu'on était en cuisine avec lui, il m'avait fait des oranges, je me souviens, des oranges. Pour aller là, c'était très très bon. Quand tu as fait les 20 ans de ton établissement, tu as eu 110 étoiles Michelin dans l'établissement? Ouais. C'était pour mes 50 ans maintenant. Voilà, et là c'est les 30 ans. Donc là tu vas avoir combien d'étoiles? Mais je sais pas, on n'a pas encore fait. Alors j'ai toute l'année. J'ai toute l'année, on en parle et je suis un peu débordé, il faudrait que je fasse mieux, ça va être compliqué parce qu'on avait fait un truc extraordinaire. Extraordinaire. Sur 2 jours, c'était parti. Enfin, c'est incroyable. Marie-Christine me dit qu'est-ce que tu veux pour tes 50 ans? Je sais pas, tu sais, je suis heureux, j'ai tout ce que je veux. Je viens de gagner 3 étoiles Michelin, j'ai 2 beaux enfants, tu es là, j'ai dit pas grand-chose. Puis j'ai dit, ah ben si, on pourrait faire un truc avec les potes chefs. Et ça part comme ça. Et on envoie les invitations, au téléphone. Il y a plein de gens qui répondent oui, machin, on organise tout un truc sur 2 jours avec les chambres, on allait chercher les gars à l'aéroport avec Audi qui s'était prêté au jeu, on avait 8 ou 10 Audi, et les gars, je leur déroulais le tapis rouge. Enfin, on a fait un truc extraordinaire, on a trouvé des gens qui nous ont ou sponsorisés ou en partenariat, etc. Et on a fait un truc de fou, 110 étoiles à Franche-Comté et le lendemain, 1000 couverts sur la journée à Saint-Laurent-la-Cabresse. C'était incroyable. François-Xavier, toi, tu as des adresses que tu affectionnes particulièrement? Dans la région, oui. Dans la région, pas Tuire, on a une très bonne table qui s'appelle l'Arbequina, on a le bistrot Verquin, on a le patio catalan. Oui, j'ai vu que tu militais plus pour l'apéro dînatoire. Oui, voilà. Je milite en ce moment pour l'apéro dînatoire. Je trouve que ça va bien avec la Ligue chaleur. de l'apéro dînatoire. Ouais, tu vois, ça démarre vers 6h. Ouais. Donc tu te couches pas trop tard. Tu vois, ça finit à 6h30, mais le lendemain. Quoi. Non, mais j'aime bien ce côté grignotage, moi. Mais moi, quand je suis ici, j'aime ce côté, on partage plein de choses. Voilà, c'est très riche. L'apéro catalan, il est très généreux. Il est même sans transformation, d'être proche de tout ce qu'on goûte là, du pain d'Henri,
des spécialités de Thibaut, une bonne bouteille de vin, un bon fromage, voilà. Et puis Au milieu des vignes, voilà. comme aujourd'hui, où C'est tu as la dingue. gentillesse de nous accueillir avec Mais Dominique. non, mais on est très, très heureux. Franchement, c'était hyper cool. T'as goûté ça? Merci beaucoup. Ouais, c'est fou, c'est fou. C'est On va extraordinaire. continuer à déguster les bons produits, mais on va Voilà. quand même se quitter avant de se retrouver pour Bon, un prochain antenne, à vous épisode connecter. de Bonne À vous, de les studios. Food. Merci à tous. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez nous écouter sur toutes les grandes plateformes de podcast. Retrouvez toutes nos bonnes adresses sur Instagram et TikTok. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.